Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet passionnant mais aussi assez dur. La situation du photojournalisme en France, telle qu'elle était décrite il y a une dizaine d'années, vers 2015. Tout à fait. On a comme base une enquête assez marquante de la SCAM, la Société des auteurs, mais aussi des entretiens, des témoignages. L'idée, c'est de comprendre les énormes défis, les mutations profondes qui touchaient la profession à cette époque. Oui, et ce qui est frappant, c'est le paradoxe qui sautait aux yeux déjà en 2015. On était, et on est toujours d'ailleurs, inondé d'images. On en consomme H24 partout. C'est vrai? Et pourtant, ceux qui les produisaient professionnellement, les photojournalistes, ils avaient de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'était ça la grande question. Comment expliquer cet écart? Le rapport de la SCAM, lui, il n'y allait pas par quatre chemins, hein. Le mot utilisé, c'était paupérisation. Carrément. Oui, et c'était confirmé par des économistes comme Dominique Sagot-Duvarou qui parlaient de prix dérisoires. En gros, on ne pouvait plus vivre de ce métier. L'âge d'or des années 70-80 que certains évoquent semblait bien loin. Très loin. Certains allaient même jusqu'à dire que c'était une sorte de laboratoire social du libéralisme économique. Ça montre bien la violence du truc, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est le marché qui a tout bousculé? Complètement. Il faut voir que les grandes agences photo historiques à Paris, Sipa, Gamma, Sigma, celles qui faisaient un peu la pluie et le beau temps avant, elles ont pris cher. Elles ont décliné. Oui, d'abord avec la concurrence de la télé en direct, ça a commencé dès les années 80, et puis surtout la montée en puissance des très grosses agences mondiales, les agences filaires. AFP, AP, Reuters. Exactement, celles qui fournissent du texte et de la photo. Et puis, il y a eu les géants américains de l'image d'illustration, Getty, Corbis, et enfin, la révolution numérique. Ah, le numérique. Ben oui, le numérique a ouvert la porte aux plateformes de microstock, Photolia, Shutterstock. Ces banques d'images à très bas prix, souvent alimentées par des amateurs ou des semi-pros, ça a cassé les prix. Et tout ça, ça retombe sur les photographes sur le terrain. Concrètement, ça voulait dire quoi pour eux au quotidien, Evelyne? Ça voulait dire devenir un peu l'homme ou la femme orchestre. C'est une expression qui revenait dans les témoignages. Ah oui. Oui, il fallait tout faire soi-même. Prendre la photo, bien sûr, mais aussi la post-production, la vente, la communication, la compta. C'était énorme. L'enfer administratif en plus, j'imagine. Voilà. Et du coup, beaucoup n'avaient plus le choix. Il fallait être plus réactif. Faire un peu de presse, oui, mais aussi accepter des commandes d'entreprise, du corporate, ou des commandes institutionnelles. Voire des mariages pour certains pour boucler les fins de mois. La diversification forcée en quelque sorte. Et au milieu de ça, il y avait cette histoire des statuts, non? Un vrai casse-tête apparemment. Ah oui, le statut. Salarié, c'était possible grâce à la loi Crassard pour les pigistes, mais c'était de moins en moins courant. Les éditeurs mettaient la pression pour éviter ça. Il y a même un exemple cité, non? D'un photographe licencié juste après avoir eu sa carte. Oui, Gérald Bartoli. Un signe assez clair de cette tendance. Sinon, on pouvait être auteur, affilié à la GESA, ou alors indépendant, auto-entrepreneur. C'était compliqué de s'y retrouver, et surtout, ça offrait moins de protection. Et la carte de presse dans tout ça. Symbole important, mais aussi outil de travail. Elle était menacée. Carrément. L'enquête de 2015 montrait une chute spectaculaire. Moins 44% de reporters photographes encartés entre 2002 et 2014. C'est énorme. 44%. Oui. Et c'était devenu difficile de l'obtenir ou de la renouveler, surtout si on avait ces revenus diversifiés dont on parlait, ou si on faisait des choses un peu nouvelles comme les web documentaires. Samuel Bollandorff était cité comme un cas emblématique de ces difficultés. Et perdre cette carte, c'était quoi? Juste un problème pratique pour accéder aux événements? C'était ça, mais pas seulement. Pour beaucoup, c'était vécu comme une perte d'identité professionnelle, une petite mort, comme le disait un responsable syndical à l'époque. Ça touchait vraiment à la reconnaissance du métier. D'autant plus dur que, si j'ai bien compris, les commandes de la presse se raréfiaient aussi, non? Oui, surtout les commandes de vrais reportages de fond. La presse privilégiait de plus en plus l'illustration simple, parfois même des photos gratuites fournies par les services de com. Et quand il y avait commande, ou pour la vente d'archives, les tarifs? Dérisoire. On parlait parfois de photos qui revenaient à 1 centime d'euro pour le photographe. 1 centime. C'est inimaginable. Comment vivre avec ça? Et en plus, il y avait cette crainte très forte du retour de contrat où on cédait tous ses droits d'un coup. Ah oui, les sessions forfaitaires et exclusives. Exactement. Pour toutes les utilisations, web compris, pour une somme fixe, ça vidait complètement le principe du droit d'auteur qui est censé rémunérer l'auteur à chaque utilisation. C'est d'ailleurs pour ça que des collectifs comme Freelance s'étaient montés pour défendre ce droit. Bon, le tableau est quand même assez sombre, voire très sombre. Champ de ruines, disait même un photographe, Patrick Bard. Est-ce qu'il y avait quand même des signes d'espoir, des photographes qui trouvaient des solutions?
Oui, heureusement. L'enquête montrait aussi beaucoup de résilience et d'inventivité. Il y avait des photographes comme Samuel Bollendorf qui justement se tournaient vers le web documentaire en allant chercher des financements ailleurs, CNC, chaîne télé, ONG. D'accord. D'autres, comme Marie Dorigny, cherchaient activement des bourses, des prix, pour pouvoir financer les projets personnels au long cours des sujets qui leur tenaient à cœur. Et pour la diffusion, il reprenait la main? C'était une tendance aussi. On voyait émerger des plateformes comme Divergence ou Ans Lucas, où les photographes pouvaient mettre leurs images en ligne et gérer eux-mêmes leurs ventes, en direct. Corentin Follen, par exemple, travaillait comme ça. C'est intéressant ça. L'exemple des photos du 11 janvier 2015 illustrait bien ces différents modèles, non? Oui, tout à fait. Il y a vu la photo très forte de Stéphane Maillet pour Reuters, diffusée massivement via l'agence. Il y avait aussi cette photo incroyable prise par un amateur, Martin Argiroglo, devenu viral sur les réseaux et qu'il avait ensuite réussi à vendre, notamment en tirage. Et puis, il y avait Corentin Follen, indépendant, qui avait vendu ses photos via une commande, mais aussi par ses propres canaux. 3 photos iconiques, 3 modèles économiques différents. Donc une réinvention, forcée peut-être, douloureuse, souvent précaire j'imagine, mais une réinvention quand même. C'est exactement ça. Le portrait de 2015, c'était vraiment une profession en pleine tempête, coincée entre un marché qui dévalorisait son travail et des technologies qui bouleversaient tout. Les photojournalistes devaient sans cesse s'adapter, souvent au prix d'une grande précarité, alors même que leur rôle d'information, de témoignage, restait et reste absolument essentiel. Ce qui nous amène à la question finale, presque 10 ans après cette enquête, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce que l'information visuelle de qualité a enfin trouvé un modèle économique plus juste pour ses créateurs? Ou est-ce que, au contraire, la tendance décrite à l'époque s'est poursuivie, voire accentuée? C'est une vraie réflexion à avoir sur la valeur qu'on accorde collectivement aux images qui nous racontent le